Bonjour Christophe Marchand, pouvez-vous vous présenter? Donc, mon nom est Christophe Marchand, je suis avocat au barreau de Bruxelles. Je suis spécialisé en matière pénale, en droit international et en extradition. Quel est votre lien à l'affaire Assange? Donc, depuis 2015, avec le cabinet, on représente, donc on défend Julian Assange au niveau européen, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Première question, comment va Julian Assange dans sa prison de Belmarsh? Julian Assange va pas bien du tout, hein. Enfin, moi, je l'ai rencontré il y a 4-5 ans maintenant à l'ambassade d'Équateur. Sa santé était déjà assez précaire, on va dire, hein, puisqu'il était confiné dans ce lieu clos, sans accès à l'air, sans accès à la lumière. C'est dans un coin d'un quartier de Londres, un appartement de rez-de-chaussée, avec des fenêtres à l'anglaise là, qui ne s'ouvrent pas. Et il est resté confiné là pendant 6 ans. Donc sa santé était très altérée en avril 2019 quand la police anglaise a fait irruption pour le kidnapper et le placer alors en isolement, où sa santé s'est encore détériorée, quoi. Donc j'étais assez frappé la première fois que je l'ai vu il y a 2 mois et demi maintenant, 3 mois, qu'il était dans cette prison-là, dans le parloir d'avocat, couché, occupé à Vachy, enfin, vraiment pas la personne qu'on avait connue auparavant, qui était quelqu'un toujours très agréable, très avenant, qui a beaucoup de joie de vivre, très drôle, très... Et là, c'était vraiment devenu l'ombre de lui-même, quoi. Doit-on craindre pour sa vie? Oui, les médecins craignent pour sa vie, parce que s'il est dans une situation où vraiment sa santé mentale, en fait, se détériore et a un effet très négatif sur sa santé physique. Il est très amaigri. Il est un peu tout voussé, comme ça, tout. Il n'est pas bien du tout, non. Et c'est clair que pour nous, les avocats, quand on va voir un client en prison, c'est pour discuter du dossier. Je me souviens quand on allait à l'ambassade d'Équateur à Londres, c'était des discussions qui duraient des heures et des heures et des heures. 4 heures de discussion très très intenses, avec 4-5 avocats en même temps, l'avocat anglais, l'espagnol, l'américain. Et puis après, on était très très épuisés, on voulait sortir pour prendre l'air. Lui ne pouvait pas, mais il arrivait quand même encore à se concentrer, à continuer. Et ici, les réunions, c'est maximum 1h15, on ne peut pas faire plus. Et il n'y a plus l'intensité de la défense, alors que c'est maintenant justement qu'il doit le plus se défendre, c'est maintenant qu'il sait le moins se défendre. Comment s'organisent les différentes équipes d'avocats Ouais. qui cherchent à le défendre? C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a le gros dossier américain, on va dire, qui enfin est là. Hein, pendant des années, le Royaume-Uni a dit il n'y a pas de dossier américain, il n'y a pas de demande d'extradition. J'ai beaucoup d'amis avocats américains qui n'ont jamais cru que les États-Unis allaient demander son extradition pour ça, pour Wikileaks, parce que c'est pour ça qu'on le demande. Et, euh, et donc, il y a plein d'avocats qui sont, je dirais, en jeu, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en jeu. Il y a l'Équateur, il a été citoyen de l'Équateur. Il a été aussi dans l'ambassade d'Équateur pendant longtemps. Il y a des Suédois, parce qu'il y a eu cette affaire suédoise. Il y a des Espagnols, parce qu'il y a une affaire espagnole. Donc, c'est toute l'affaire de l'espionnage sur Julian Assange dans l'ambassade par une société de sécurité espagnole. Et puis, il y a des avocats américains, évidemment, qui doivent chercher des informations par rapport à ce qui va arriver si jamais il est extradé là-bas, et qui savoir un peu c'est quoi l'enquête pénale contre lui là-bas, aux États-Unis. Des avocats australiens, puisqu'il a la nationalité australienne. Et puis nous, on est plus les avocats européens, on va dire, pour le représenter à la Cour européenne des droits de l'homme, puisque finalement, c'est ça dont il s'agit, c'est vraiment une attaque frontale du système américain au système judiciaire et aux droits et libertés fondamentales de l'Europe, en fait. Et
avocats travaillent dans leur propre domaine. Oui, c'est ça, mais alors, il y a une coordination aussi qui est faite par Balthazar Garzón, qui est l'espagnol, donc qui est le directeur de la défense, on va dire, parce que à côté de tous les procès qu'il y a dans différents États, il y a aussi des procès au niveau international, auprès des Nations Unies, par exemple, auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme aussi. Donc il y a plusieurs procédures internationales en cours, et tout ça nécessite une coordination qui est réalisée par Balthazar Garzón, tout en sachant que le centre, pour l'instant, juridique, de la bataille juridique de Julian Assange est au tribunal de Westminster, qui va commencer maintenant le 24 février 2020, où à ce moment-là, vraiment le procès va s'ouvrir pour savoir si oui ou non, ils vont l'extrader vers les États-Unis. Alors, que peut-on faire pour Julian Assange? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour Julian Assange? Je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est se rendre compte. Se rendre compte de sa situation. De quoi parle-t-on? C'est quoi la situation de Julian Assange? C'est un prisonnier politique sur le sol européen au XXIe siècle. C'est un journaliste emprisonné pour avoir diffusé des informations. Quand je dis journaliste, je veux dire ça fait maintenant des années qu'il est reconnu comme journaliste par l'association australienne des journalistes. Donc c'est pas une question controversée, c'est un journaliste qui est en prison pour avoir diffusé des informations au cœur de l'Europe, au cœur d'un État qui est quand même considéré comme un des créateurs de la démocratie occidentale moderne, le Royaume-Uni, l'Angleterre. Et c'est ça la situation de Julian Assange. Et alors, se dire, est-ce qu'on peut... Si on se dit qu'on ne peut rien faire contre cette situation-là, alors on doit se poser des questions sur l'état de notre démocratie et des citoyens. Nous, en tant que citoyens, une des valeurs vraiment fondamentales, on n'emprisonne pas quelqu'un pour ses idées, on n'emprisonne pas quelqu'un qui est un journaliste, est vraiment de plein fouet bafoué par le Royaume-Uni, par les États-Unis. Est-ce qu'on peut rien faire contre ça? Si, on peut faire. Évidemment qu'on peut faire. On peut tous faire quelque chose avec notre force. Nous, comme avocats, bien sûr, on a des arguments juridiques, mais je pense que, avant tout, les citoyens doivent se rendre compte de la situation et puis se mobiliser pour faire face à ça, parce que c'est chacun d'entre nous qui est attaqué. Que peut faire précisément la Belgique? Mais on a peut-être l'impression qu'on ne sait rien faire, hein, mais c'est pas vrai. Parce que, par exemple, la Belgique a une grande tradition d'accueil des réfugiés politiques. Depuis le 19e siècle, ça a toujours été un des principes de base de la démocratie bourgeoise libérale belge, c'est d'accueillir, au nom du libéralisme, les personnes qui sont menacées. Les défenseurs des droits fondamentaux, des droits humains même de l'époque, enfin, je veux dire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est ça que la Belgique peut faire. La Belgique pourrait très bien accueillir ou proposer d'accueillir Assange, de le protéger, en considérant finalement qu'il est attaqué uniquement parce qu'il exerce ses libertés fondamentales. Ça veut dire lui octroyer de l'asile? Alors il y a plein de possibilités. C'est quelque chose qui est assez habituel en Belgique, que le ministre qui a l'immigration dans ses compétences puisse octroyer un permis de séjour discrétionnairement. Pour des raisons, par exemple, pour des défenseurs des droits fondamentaux, des droits humains qui sont menacés dans un pays, disons l'Irak par exemple ou l'Iran, le ministre décide alors, parce qu'on lui soumet un dossier, il trouve que c'est convaincant, d'octroyer alors un permis de séjour à une personne qui est menacée dans un pays comme ça, ou une femme. Et la personne alors peut venir en Belgique et avoir un permis de séjour. Donc ça, c'est une possibilité, un permis de séjour. Et la Belgique pourrait octroyer un permis de séjour. La Belgique pourrait aussi octroyer l'asile à Julian Assange. La Belgique, en tout cas, devrait, ou les organes politiques devraient se manifester pour dire ce que l'on pense tous, c'est-à-dire que c'est un procès politique, qu'il est victime de poursuites politiques, qu'il est victime d'une persécution pour avoir dit des choses ou pour avoir diffusé des informations, et que si la Belgique et d'autres États font ce type de déclaration, ça peut aider aussi la défense là-bas. Puisque un des grands principes du droit international de l'extradition, c'est qu'on n'extrade pas quelqu'un s'il est poursuivi pour des raisons politiques vers l'État qui le demande. Ici, les États-Unis, ils veulent lui faire payer. Ils veulent lui faire payer les war logs, d'avoir dénoncé que des soldats américains ont tué sur des civils comme dans une espèce de jeu vidéo et qu'ils ont diffusé ça dans le monde entier. C'est ça qu'ils veulent faire payer. C'est toutes les révélations des crimes graves de guerre que les États-Unis ont commis.
Et c'est pour ça qu'il est poursuivi. Et les États européens peuvent dire non, nous considérons qu'il a simplement donné de l'information. Il n'a jamais mis de gens en danger, il n'a pas tué, il n'a pas violé. Il est juste là parce qu'il a diffusé des informations qui dénonçaient des crimes d'État commis par des États. Et y aurait-il moyen de le reconnaître? Y a-t-il des procédures pour le reconnaître comme prisonnier politique? Ça, c'est plus des procédures qui sont propres aux ONG, par exemple, qui peuvent affirmer un soutien. Alors, ça va aider pour la défense en Grande-Bretagne pour stopper l'extradition. Ou si jamais, parce que ça, c'est une question qui est un peu compliquée, c'est la procédure en Grande-Bretagne. Mais si cette procédure échoue, moi, je crois pas, parce que je pense que le dossier est très très fort pour montrer que on ressent tous en fait que s'il va aux États-Unis, ça va mal se passer pour lui. Il va être tué, ou il va prendre 175 ans de prison, ou il va être torturé. Et donc, il faut que ça, on ne doit pas être extradé. Mais non, il faut que les arguments juridiques soient mis en œuvre pour que les juges le décident. Et si les juges anglais ne le décident pas, que la Cour européenne le décide à un moment donné. Et dans ce processus-là, la société civile a un rôle très fort. Les ONG peuvent prendre position pour dire qu'en effet, ce sont des poursuites politiques qui ne doivent pas être extradées. Et les citoyens sont là aussi pour mobiliser les ONG ou des parlements qui feraient des résolutions, que ce soit au niveau européen ou national, ou des gouvernements qui feraient des suggestions. C'est évidemment l'ensemble de ces éléments-là qui feront qu'à un moment donné, il ne sera pas extradé et la démocratie l'aura gagné contre l'obscurantisme, parce que c'est ça en fait, c'est empêcher la transparence. C'est ça que les États-Unis veulent. Nous lisons dans la presse beaucoup d'articles qui critiquent l'équipe anglaise des avocats qui ne demandent pas la libération d'Assange. Auriez-vous quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, c'est compliqué parce que quand on est au cœur de la défense, en fait, surtout ici dans ce dossier-là, c'est une défense très très complexe. Il y a énormément d'éléments, de paramètres qui sont en jeu. Donc ça veut dire que les avocats et la défense britannique a choisi de ne pas communiquer sur leur défense. Donc ils ne disent pas ce qu'ils font. Mais je peux vous assurer, moi je les ai vus plusieurs fois, ils travaillent d'arrache-pied. Vous avez tout un cabinet, qui est un très gros cabinet londonien, qui est mobilisé quasi à temps plein. Il y a, je ne sais pas, 5-6 avocats qui travaillent tous les jours dans le dossier, que ce soit sur les conditions de détention, que ce soit sur les questions d'asile, que ce soit sur les questions d'extradition. Ça, c'est, je dirais, une équipe juridique vraiment efficace, plus tous les autres juristes sur place qui viennent l'aider. Donc il y a une équipe qui travaille tous les jours, nuit et jour. Alors pourquoi ils ne demandent pas la libération ? Vous savez, c'est compliqué, c'est une question d'opportunité. Il faut se souvenir qu'avant d'être détenu maintenant en prison, il a déjà été en prison en Grande-Bretagne il y a 7 ans, au moment du mandat d'arrêt suédois. Et donc il avait été libéré dans le cadre du mandat d'arrêt suédois, donc la demande d'extradition de la Suède, et libéré sous condition, c'est-à-dire de se rendre à la justice avec un bracelet électronique, une caution. Et quand Julian Assange s'est rendu compte que s'il était extradé vers la Suède, il y avait de grands risques qu'il soit extradé vers les États-Unis, où là, il ne subirait pas, il subirait alors la torture et ce qu'on craint maintenant, il a choisi de rompre ces conditions mises à sa liberté et d'aller dans l'ambassade d'Équateur. Et en faisant ça, en fait, quelque part, il a rompu la confiance que les juges de Westminster, qui sont les mêmes qui vont juger aujourd'hui son extradition américaine, cette fois-ci, doivent décider. Et donc, c'est très compliqué de rétablir, je dirais, quelque part, cette confiance avec les juges de Westminster. Et les avocats anglais estiment que, pour l'instant, il n'y a pas de chance que ces juges de Westminster, qui l'ont déjà libéré, mais il n'avait pas respecté les conditions, le libèrent. Donc, ils attendent. J'ai envie de vous demander en quoi le procès d'Assange est un procès historique. L'enjeu du procès Assange est énorme. Parce que ce que les Américains attaquent frontalement, c'est dans l'indictment, comme on dit, c'est-à-dire l'acte d'accusation, c'est de considérer que le système technique mis en place par Wikileaks est de l'espionnage. Et on parle de quoi ? Donc on parle d'une plateforme Internet qui est techniquement accessible anonymement par des personnes qui viennent y déposer des informations pour qu'on puisse après les crypter, les utiliser et les diffuser. Et c'est ce système-là qui est visé comme étant de l'espionnage, parce que les gens, parfois, ils viennent déposer des secrets d'État. Et ce système-là protège finalement les lanceurs d'alerte. Et il est fait pour ça.
Et donc ce que les Américains, ce que le système judiciaire américain attaque, c'est cette manière moderne de pouvoir avoir accès à la transparence, et que les gens qui veulent révéler des secrets odieux de violations graves des droits fondamentaux faits par des États ou par des entreprises, eh bien, ne puissent plus le faire parce que ce serait une infraction pénale de simplement révéler ça. Et c'est ça qui est en jeu dans l'affaire Assange, c'est notre droit à l'information à l'ère de l'Internet comme contre-pouvoir au pouvoir des États. Parce que depuis les révélations Snowden, on le sait, les États ont accès à l'ensemble de notre activité électronique, de toute notre vie électronique, de tout ce qu'on fait par téléphone ou télévision. Tout cela est collecté par les États. C'est le collect it all, est collecté par les États qui peuvent alors les utiliser. Et par rapport à ce nouveau pouvoir incroyable qu'ont les États d'avoir toutes ces informations, ces atteintes à la vie privée, eh bien, il faut un contre-pouvoir. Et Assange, sans doute avec une vision d'avance sur tout le monde, a considéré qu'il fallait créer ce système de transparence comme contre-pouvoir des citoyens à cette omnipotence de l'État dans nos vies électroniques. Mais Assange n'est pas un citoyen américain. Donc, dans quelle mesure est-il envisageable que les États-Unis l'attaquent ? Le problème avec la citoyenneté d'Assange et le fait qu'il soit australien, c'est par rapport à la demande d'asile, en fait. Parce que l'asile, et la Convention de Genève sur l'asile, elle protège contre les poursuites de son état de nationalité. Si moi, en tant que Belge, l'État belge me poursuit, je peux demander l'asile. Mais ici, Assange, australien, il est poursuivi par les États-Unis. Ce n'est pas son état de nationalité. Ça qui est un peu compliqué pour demander l'asile, parce qu'il faut d'abord démontrer que l'Australie ne va pas le protéger ou ne le protège pas, avant de pouvoir avancer dans une procédure d'asile. C'est pour ça que pour l'instant, nous, on parle plus d'une demande de protection internationale, pas spécialement d'asile, parce que c'est une question assez complexe techniquement, mais plus une protection internationale qu'un État européen pourrait donner à Julian Assange. Alors, dernière question, c'est comment dans le temps le procès va-t-il se passer ? Normalement, un procès de ce type-là est un procès long. Donc maintenant, on se souvient, arrêté en avril, les audiences sont seulement maintenant. Donc ça fait 10 mois après. Donc c'est très lent comme processus. Là, le procès va durer 4 semaines. Donc ça va, après 4 semaines, on va avoir une décision à un moment donné, et puis il y aura éventuellement un appel. Donc les évaluations sont de plusieurs années. Ça va durer de longues années, ce procès. Ce n'est pas maintenant que son sort va être définitivement scellé, ça va prendre encore du temps. En tout cas, je pense que le temps va jouer en sa faveur, le temps de pouvoir mobiliser l'opinion publique européenne pour le soutenir, parce que finalement, si ni les juges, ni les gouvernements ne voudront protéger Assange, ce seront les citoyens qui vont devoir le faire. Et est-ce qu'on peut espérer qu'il gagne ce procès ? Ah oui, moi je veux dire, nous on fait beaucoup de procès en extradition, on fait que ça. On n'a jamais eu un aussi beau dossier, je veux dire, avec tellement d'arguments pour démontrer que s'il va aux États-Unis, toute la classe politique américaine est contre lui. Même Hillary Clinton a dit qu'il fallait lui envoyer un drone pour l'assassiner. Donc sa vie est en danger là-bas, ça paraît assez évident. On a les malheureux antécédents de Chelsea Manning, qui a été torturé psychologiquement là-bas pendant des mois et des mois et des mois, qui a fait l'objet d'un très mauvais procès, tout à fait inéquitable là-bas. On a énormément d'informations pour démontrer que finalement, je dirais, l'ensemble de ces droits fondamentaux seront violés aux États-Unis, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la vie privée, le droit au procès équitable, le droit à pouvoir s'exprimer, à pouvoir s'associer. Tout ça, tous ces droits-là qui sont vraiment le cœur de nos démocraties européennes vont être violés là-bas. Et on peut le démontrer par énormément d'informations. Donc je pense que si les juges font bien leur travail, et le système anglais est assez bien fait, parce qu'il y a première instance et puis il y a des recours, et on va se trouver alors à un moment donné devant la Cour d'appel de Londres, qui est une très très vieille institution, qui date au moins du XVIe ou même du XVe siècle, dans un vieux bâtiment très impressionnant, avec des juges qui en ont vu d'autres, et qui, je l'espère, résisteront à la demande des États-Unis en fonction de ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire privilégier les droits fondamentaux.
Puis-je vous demander de transmettre un message à Assange? Oui, oui. Qu'en Belgique, des citoyens font tout ce qu'ils Mais il peuvent le pour le sait. soutenir. On en a parlé le 27 décembre quand on l'a vu. Et alors, il m'a dit, ah, je reçois beaucoup de lettres, d'emails de la Belgique. Je dis, ben oui, hein, en Belgique, il y a un mouvement de soutien assez fort. Et donc, la Belgique, dans les pays, des gens qui lui envoient, est un pays qui le soutient. Et il est très content de ça, d'ailleurs. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour avoir répondu à toutes ces Merci à questions. vous. Merci à vous. Merci.